Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je suis ravi de vous retrouver avec un petit peu de retard et malheureusement la défaite du Stade toulousain. À quelques points près quand même, on est passé un cheveu de la victoire. Bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Soirée donc, vous l'avez compris, raccourcie, consacrée à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, dont vous pensez que ça relève du paranormal, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous appeler. Morad est au standard, il est dans les starting blocks, prêt à recevoir vos appels au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, ensuite vous rédigez votre commentaire, votre question, vous pouvez même nous envoyer votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle pour intervenir dans cette antenne, et vous envoyez le tout au 71 200 et vos SMS et vos messages arriveront directement sous mes yeux sur l'écran que j'ai juste à côté de moi. Autour de moi, comme chaque soir que nous consacrons à vos témoignages, deux spécialistes bien entendu qui sont là pour m'épauler, pour vous éclairer sur ce que vous avez vécu, à commencer par Renaud Évrard qui est en notre compagnie du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International, le GEMI. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous et de nous rejoindre à chaque fois qu'il y a des témoignages. Oui, merci à tous les gens qui viennent témoigner et qui sont également fidèles. C'est vrai, c'est vrai. Merci également parce que j'ai sous les yeux le numéro 1 du bulletin métapsychique qui est sorti. On en reparlera dans le courant de cette émission pour savoir comment se le procurer. Et puis il y a un gentil petit entrefilé, un article même carrément, qui parle des aventuriers de l'étrange où nous avons eu le plaisir de recevoir très souvent des membres de l'Institut Métapsychique International et puis des membres du groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International. Donc voilà, c'était un petit merci tout à fait officiel, Renaud. Merci beaucoup. Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir, Louis. Pierre Massias, donc collaborateur à cette émission, bien entendu. Et puis tu es surtout quand même le webmaster d'un des sites français qui s'intéresse au paranormal, aux études scientifiques menées pour découvrir comment fonctionnent les phénomènes paranormaux. Et sur ce site, donc, qui s'intitule psyland.org, il y a toutes les émissions depuis avril, à peu près, avril 2006. Depuis mars, oui. Mars. Toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange que vous pouvez écouter, soit en direct sur le site ou encore télécharger. D'ailleurs, dès la semaine dernière, vous avez été excessivement nombreux à venir les écouter. Plus de 2000, je crois. Très bonne fréquentation, 2000 sur la semaine pratiquement. Voilà, 2000 donc téléchargements sur la semaine. Eh bien écoutez, continuez. Ce site est à votre disposition justement pour vous permettre de réécouter cette émission ou de la découvrir ou découvrir celle que vous avez ratée. Donc, je vous rappelle l'adresse de ce site, psyland.org. Psyland, ça s'écrit PSILAND.org. O-R-G. Vous l'avez compris, jusqu'à minuit au 0826 300 300, vos témoignages, et nous commençons tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous allons commencer tout de suite avec un témoignage. Le temps pour moi de vous rappeler l'adresse mail des Aventuriers de l'étrange. Si vous voulez nous envoyer un message écrit parce que vous vous sentez mieux avec l'écriture, c'est étrange au singulier, étrange@sudradio.fr. Vous voyez, c'est très très simple. Notre première témoin nous rejoint. Il s'agit de Dominique qui vit en Aveyron. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Vous nous avez envoyé un message sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Alors, vous avez quelques inquiétudes. On en a parlé, c'était hier ou avant-hier, je crois, au téléphone ensemble, concernant une table tournante. Alors, d'abord, c'est une ancienne histoire, hein, la table est tournante et vous, si j'ose dire. Oui, tout à fait, oui. Ça remonte à quand, à peu près? Ben, ça remonte, si vous voulez, à notre jeunesse. Bon, c'est ma maman qui nous a initiés un petit peu à ça, si vous voulez. Oui. Donc, quand le temps était mauvais le dimanche après-midi, on avait un petit guéridon à la maison tout en bois. Et on s'amusait, si vous voulez, à rentrer avec l'esprit de Jules César à l'époque. Ah bon? Voilà, c'est ce qu'on faisait. Bon, et on posait des questions, si vous voulez. Combien Ouais. y a-t-il de personnes dans cette pièce? Combien y avait-il de personnes autour de la table? Et la table était censée taper un coup pour oui, deux coups pour non. Ouais. On allait cacher des œufs, on faisait compter la table combien il y avait d'œufs de cachés, des bêtises comme ça. D'accord. Et alors, votre maman faisait ça régulièrement? Ben, elle le faisait
fait ça le dimanche de temps en temps, quoi. Et avec mes frères et sœurs, on se mettait à la table, hein, on était 4 ou 5, on avait les mains sur la table, les doigts qui se joignaient, les uns aux autres, et à force de se concentrer, si vous voulez, la table arrivait à nous répondre. Oui. Est-ce que, si vous le savez, est-ce que votre maman avait l'habitude de faire ça, je dirais, avec des amis, des adultes? Non, les fois que je l'ai vu faire, c'est avec mes frères et sœurs, et même ma sœur qui est cadette, on ne se rappelle pas tellement, et pour ça, on le faisait, parce que mes sœurs aînées étaient parties, quoi, et puis on se retrouvait que les jeunes, et on le faisait avec maman, quoi. Oui, c'était histoire de se détendre, de passer un bon moment, quoi. Rien de plus, finalement. Voilà. Ouais. Alors vous, en revanche, il vous est arrivé de faire tourner ce guéridon, ou un guéridon, du moins, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, on l'a fait cet été. J'avais réuni ma famille et j'ai un beau-frère qui me disait, moi, de toute façon, d'après ce que j'ai entendu dire, tu étais capable de le faire, mais tant que je le verrai pas faire, je croirais pas. Je dis, si tu veux, on s'y est mis, mais comme j'ai dit, c'est pas de la rigolade. On le fait sérieusement. On s'est mis à 4 ou 5, mes frères, beaux-frères, tout ça. On a questionné la table. Et elle a répondu impeccable. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain... Alors, attendez. Elle a répondu impeccable. C'est-à-dire, quels sont les genres de questions que vous lui avez posées? On a demandé comme question, si vous voulez, combien il y avait de personnes dans la pièce. Elle a tapé le nombre de personnes. On a demandé quelle heure il était à ce moment-là 11h30. Elle a tapé 11 coups bien brefs, un demi-coup pour la demi-heure. Après, on a demandé combien il y avait de départements dans Midi-Pyrénées. Ça nous a répondu. On a voulu demander aussi, moi j'ai voulu demander principalement, parce que mon fils attendait de la famille, est-ce qu'il aurait une fille ou un garçon. Ça a tapé un coup pour une fille, et or ça s'est révélé que c'était une fille qui est arrivée. Plein de petites choses comme ça, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un autour de la table savait quel était le sexe de l'enfant attendu? Parce que vous savez qu'avec l'échographie, maintenant on peut, quoi. Il y avait que mon fils et ma belle-fille qui le savaient, et là il y avait mes frères et sœurs et beaux-frères, ils ne le savaient pas, ni même moi, quoi. Et je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Oui, d'accord. Et la naissance a eu lieu combien de temps après? La naissance, la petite est arrivée le 10 janvier. C'est-à-dire combien de temps à peu près? Voilà, on avait fait ça, attendez, ça on l'avait fait... 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, 4 mois? 2 ou 3 mois avant, oui. 2-3 mois avant, d'accord. 2 ou 3 mois avant, oui. Bon, alors ça c'était donc cette soirée. Voilà, et c'est le lendemain que ça m'a inquiété. Alors, racontez-nous. Parce que le lendemain matin, si vous voulez, on avait laissé ce guéridon tranquille, et à la cuisine, j'ai une table qui me vient de mon mari octogonale, tout en bois, pleine. Il y avait mon beau-frère d'un côté, ma soeur de l'autre. Un faisait le sudoku, mon beau-frère faisait les mots mêlés. Et moi, je me suis mise à la table, sans arrière-pensée ni rien du tout, ni même pas mes mains posées comme on les mettait sur le guéridon, juste poser une devant l'autre, comme ça. Au bout d'un moment, cette table s'est mise à craquer. Oh, j'ai eu un problème. Parce qu'en principe, la table craque tout le temps avant. Je suis allée me laver les mains. Je suis revenue à la table. J'ai remis mes mains comme d'habitude, et tout en un coup, la table a pivoté vers la droite, puis elle a pivoté vers la gauche. Sans que vous ayez fait rien de particulier. Voilà, sans aucune pensée ni rien du tout. Et mon beau-frère me regarde, il me dit, écoute, arrête, parce que c'est ces bêtises. J'écoute, je ne fais rien, je ne demande rien. J'étais comme ça, tranquille. C'est pas possible, il y a quelque chose. Et j'ai dit, on va essayer de voir s'il y a un esprit dans cette table. Et ma sœur m'a laissé faire, mon beau-frère m'ont regardé, j'ai dit, est-ce qu'il y a un esprit dans cette table? S'il y a un esprit, que la table tourne vers la droite. La table a pivoté vers la droite. J'ai demandé à l'esprit de la table de revenir à sa place, elle est revenue à sa place. Alors c'est pour ça que je me demandais, est-ce que ça peut être nuisible pour moi, pour ma famille? Je voulais savoir surtout si on rentre en contact avec des défunts de la famille, est-ce que ça peut être mauvais pour l'entourage, quoi. Beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre avec Renaud Évrard et Pierre Massias. Juste quelques détails techniques, Dominique. Cette table octogonale de la cuisine, donc, hein. Voilà, c'est celle de la cuisine. C'est une table lourde, grande. Oui, elle est assez lourde, oui. Elle est tout en bois pleine, quoi. C'est vrai qu'elle est lourde. J'aurais jamais pensé que cette table-là pouvait pivoter, quoi. Moi, je le faisais avec mon guéridon qui me vient de ma maman, et puis c'est tout, quoi. Oui, et puis c'est plus léger, un guéridon, effectivement. Ça, à 3 pieds, c'est beaucoup plus léger, quoi. Les pieds sont fins, c'est pas du tout pareil, quoi. Et elle a combien de pieds, cette table octogonale? Eh bien, si vous voulez, le pied est une masse en bois, octogonale en bas, plus petit, et le plateau est beaucoup plus grand. Ah oui, quand même, c'est une belle table, quoi. C'est pas. J'aurais pensé que cette table-là pouvait bouger, quoi. Ah oui, c'est une belle table quand même. Pour la déplacer, il faut s'y mettre à deux quand même. Voilà, elle me vient
vient de mon mari, je n'aurais jamais pensé que cette table-là pouvait faire quelque chose, quoi. Oui. Et alors, quand vous avez essayé avec le petit guéridon, enfin le guéridon classique cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit après, oula, est-ce que je vais essayer avec le guéridon? Vous avez fait quelque chose avec ce petit guéridon? Oui, j'ai voulu essayer après avec le guéridon. Moi, toute seule, j'arrive à le faire fonctionner. Rien qu'avec mes deux mains à moi. Oui. Est-ce que ça vient du fluide Alors, est-ce que vous mettez les mains à plat sur le guéridon? Est-ce que vous touchez le bois ou est-ce qu'elles sont légèrement au-dessus? Voilà, je les mets à plat, je les laisse poser quoi, à plat, et je joins mes doigts. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous... Excusez-moi de vous poser des questions comme ça, hein, qui ont l'air peut-être non, mais pas du tout, pas du tout. Un peu bêtes, mais importantes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui faites bouger la table de manière inconsciente ou que c'est la table qui vous fait bouger? Ah, mais la table bouge toute seule, quoi. Et voilà. Mes beaux-frères ne le croyaient pas et ils m'ont dit c'est pas possible, tu l'as fait bouger. Mais on écarte les jambes de la table, c'est la table qui bouge toute seule, quoi, et qui se soulève toute seule, quoi. D'accord, d'accord. Alors, là, je me tourne vers Renaud Évrard et Pierre Macias pour une première analyse de ce que vous nous avez dit, Dominique. Alors, on va reprendre les questions les unes après les autres. D'abord, Pierre, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est un phénomène que je qualifierais de classique, de table tournante, et ensuite on répondra aux questions évidemment de Dominique. Est-ce que c'est inquiétant pour elle? Est-ce que ça peut être dangereux pour sa famille? Est-ce que ce sont des esprits qui viennent se manifester? Voilà, enfin toute une série de questions évidemment. Oui, ce qui est un petit peu original là, c'est que Dominique arrive manifestement à faire tourner la table toute seule. Bon, c'est courant si on se met à plusieurs autour de la table. D'ailleurs que ce soit un guéridon bien rond, avec 3 pieds dans tout l'art de la tradition, ça va marcher aussi bien qu'avec un tabouret, une table carrée. Il y a des médiums de la grande époque qui faisaient ça avec vraiment n'importe quoi, et très très lourd. Mais c'est un petit peu plus particulier à partir du moment où on se met seul devant la table, même si on la touche. Là, il faudra analyser en fait les mouvements de la table, la trajectoire, pour essayer d'envisager si c'est la personne qui touche la table qui la fait bouger. Ouais. Là, par exemple, Dominique nous disait pour la table de la octogonale, cette table lourde sur laquelle elle s'est mise avec les deux mains à plat, enfin comme on se met au bord d'une table, quoi, quand on s'assied à un bureau, et que la table a commencé à craquer et à pivoter sur sa droite et sur sa gauche. A priori, je n'ai rien contre le fait que la table bouge, même par un phénomène psy. Ouais. Maintenant, dans un cas aussi particulier, il faudrait vraiment voir les conditions, parce qu'une table même lourde peut être amenée peut-être facilement dans une position de déséquilibre. C'est à voir sur le terrain, réellement. Mais disons que sur l'idée de base de faire tourner une table comme ça, pourquoi pas? De manière psy, pas paranormale, alors, je veux dire. Oui. Maintenant, oui, derrière... Ce qu'on va observer, c'est un mouvement de la table. Ce qu'on va observer, c'est des réponses à des questions qu'on va poser. Ensuite, l'explication de ce que l'on a observé à ce moment-là dépend un petit peu de chacun, je dirais. Certains vont y mettre l'esprit derrière. D'autres auront tendance, si la notion d'esprit n'est pas évidente, ne fait pas autorité de fait, on va pouvoir interpréter ça par des phénomènes psy de l'ordre de la parapsychologie. Psychokinèse, télépathie, voyance, on pourra introduire ce genre de notions, comme l'ont fait des chercheurs du domaine de la parapsychologie, comme George Owen ou Batchelor. Oui, on reparlera de ces deux chercheurs et de ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Juste avant, je me tourne vers vous, Renaud Évrard. Que pensez-vous du témoignage et des inquiétudes de Dominique, Renaud? Eh bien, les inquiétudes de Dominique, elles ne sont pas sur la vérité, la nature des phénomènes, mais sur le fait que, en dehors du cadre des séances, les phénomènes continuent à se produire. Donc là, j'imagine que Dominique doit se demander si elle est elle-même médium, et donc comment elle comprend ça par rapport à quelle cause, est-ce que c'est des esprits ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la question, c'est la peur que les phénomènes sortent du cadre où ils étaient, où ils se produisaient, quoi. Donc je sais pas, Dominique, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes médium, on vous l'a dit, vous le pensez comme ça? Non, pas du tout. La seule chose qu'on me dit, c'est que j'avais été voir des guérisseurs pour un problème de santé. On m'a toujours dit qu'on pouvait rien faire pour moi parce que j'avais vraiment énormément de fluide, quoi. Mais je me suis jamais lancée dans la voyance, dans le médium, ni tout ça, quoi. D'accord.
Donc déjà, si un guérisseur vous dit ça, c'est s'il ne peut pas vous guérir, il vous dit parce que vous avez trop de fluide, c'est que vous êtes capable de produire peut-être quelque chose. Renaud, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, ce serait ça. Ce serait le problème, c'est que les personnes qui font des séances spirites, généralement en groupe, ont des certaines résistances psychologiques à se dire que c'est eux qui font vraiment, qui provoquent les phénomènes paranormaux. Ouais. Et ça, c'est depuis longtemps. C'est justement, on parlait de Batchelder, c'est donc un psychologue anglais qui a étudié ça parce que il se rendait compte que dans les séances spirites, il y avait fréquemment des phénomènes, parfois très importants. Ça marche pas à tous les coups, mais il y en avait très souvent. Et il se posait la question, mais comment ça se fait? Et il se rend compte qu'au niveau psychologique, il y a quelque chose qui joue, qui permet peut-être que les phénomènes se produisent. Et ce quelque chose, c'est le fait qu'il y ait des résistances psychologiques qu'on a, par exemple, la résistance contre le fait d'être l'auteur des phénomènes, qui donne en fait que tout le monde participe et ça deviendrait du psycholectif et en même temps personne n'est responsable, donc ça rend la chose plus facile. Ça dilue quoi, voilà. Voilà, ça. Et ça permet de plus de phénomènes parce qu'on attribue ça à autre chose. Et aussi le fait qu'il y ait des blocages, des inhibitions devant les témoins ou les observateurs, c'est parce qu'on veut vraiment pas être témoin d'expériences paranormales ou on veut vraiment qu'il y ait une sorte de cadre où tout le monde participe et quand il y a des observateurs, généralement ça ne marche plus ou il se passe des choses comme ça. Et c'est des conditions comme ça qui sont très importantes au niveau psychologique et qui expliquent pourquoi il y a une telle différence entre le nombre de phénomènes qui sont rapportés dans ces séances-là et les observations critiques et expérimentales qu'on a pu en faire qui parfois sont beaucoup moins intéressantes. Ouais. Renaud Évrard, Pierre Massias, Dominique, notre témoin aveyronnaise, vous restez avec nous, on fait une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à discuter ensemble autour de ce phénomène de table tournante. Vous qui nous écoutez, si vous avez vécu quelque chose qui selon vous est de l'ordre du paranormal, n'hésitez pas à venir profiter des lumières des spécialistes qui m'accompagnent pour nous exposer votre témoignage, poser vos questions bien entendu au 0826 300 300 0826 300 300. Dans quelques minutes également, nous aurons le témoignage de Jean-Claude qui a travaillé dans un hôtel hanté en Angleterre. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et cette heure d'émission consacrée à vos témoignages au 0826 300 300, 0826 300 300. Dominique de l'Aveyron est en notre compagnie pour poser des questions puisqu'elle a vécu quelques phénomènes de table tournante tout à fait particuliers puisque Dominique, vous faites tourner les tables toute seule, ce qui est quand même assez fort. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas mal. Pierre Massias a une question à vous poser, Dominique. Oui, bonsoir Dominique. Je me posais la question de savoir ce que ces séances que vous avez faites volontairement peuvent représenter pour vous. Est-ce que vous avez l'occasion d'en faire souvent? Vous faites ça dans quel état d'esprit, je dirais? Eh bien là, si vous voulez, on le faisait en s'amusant. Et puis, dernièrement, on a voulu essayer de rentrer en contact avec les défunts de la famille, si vous voulez. Et on a peur quand même que ça risque quelque chose de mauvais pour nous, quoi, que ça porte malheur ou n'importe. On s'est arrêté, quoi. Et on a dit, on va pas pousser parce qu'il faudrait pas quand même causer des ennuis, quoi. Hein. Oui, on voudrait bien essayer de pousser la chose, mais on a peur des conséquences, quoi. Hein. Oui. J'imagine que vous recherchez quoi, en fait, en essayant de contacter ces membres de la famille? Eh bien, je sais pas. Si vous voulez, on a perdu papa et maman, et vous savez bien, on aimerait savoir s'ils sont bien là où ils sont, s'ils nous voient, tant de choses qu'on pourrait demander si c'était vraiment réel, quoi, si ça n'avait aucune conséquence pour le reste, quoi. Et a priori, à votre sens, est-ce que vous avez établi un contact avec eux? Eh bien, si vous voulez, ce qui s'est passé avec mon jeune frère, on a essayé de le faire, et mon jeune frère ne connaissait pas du tout le papa de mon mari, qui est décédé en février, ça va faire 1 an, et on a essayé de demander à la table si c'était l'esprit de mon papa, c'était pas ça, l'esprit de ma maman, ça a répondu non, et est-ce que, quand on a demandé si c'était l'esprit de mon beau-père, ça a répondu oui. Et on a demandé, combien il avait d'enfants, combien il avait de petits-enfants, il n'y a que mon mari qui le savait, parce qu'il rentre dans la famille, on est mariés avec eux depuis le mois de septembre, et la table a répondu convenablement. C'est ce qu'on se pose comme question, est-ce que ça peut pas apporter des nuisances à la famille, quoi. Oui. Bon, a priori, je ne vois pas pour quelle raison un parent décédé souhaiterait vous porter, vous faire du mal.
Un contact, ça peut être un contact. Et puis, vous avez eu un contact comme ça, si vous l'interprétez tel que, en dehors de phénomènes psy, je dirais, courants de l'ordre de la parapsychologie, si vous l'interprétez du domaine de la survivance, pourquoi pas, vous avez établi un contact, vous n'allez pas le rechercher, il n'y a pas de raison a priori que ça porte à conséquence. Ouais. Renaud Évrard, que pensez-vous des questions que se pose Dominique ? Alors j'ai eu un petit problème technique, je n'ai pas tout entendu. Mais Dominique a essayé lors d'une séance, de la séance, d'entrer en contact avec des parents de la famille décédée, et elle se demande si ça ne risque pas de leur porter malheur, vous voyez ce genre de questions, Renaud. Oui, c'est vrai que ce sont des questions qui sont très fréquentes, et il faut savoir que les spirites ont très tôt codifié leur pratique pour justement éviter parce qu'ils étaient conscients de ces effets psychologiques un peu destructeurs ou un peu dangereux au niveau psychologique, je parle. Ouais. Et donc ils ont dit, par exemple, on ne fait pas du spiritisme pour chercher des personnes qui viennent de décéder parce que le deuil est encore trop présent, et justement, il y a un ensemble de règles comme ça qui ont été finalement oubliée, et la pratique spirit maintenant elle est faite de façon très, je dirais, amateur, même si on peut pas dire qu'il y a une façon professionnelle, mais ces questions-là elles sont pertinentes, mais comme disait Pierre, c'est vrai que si on s'accroche à la théorie de la survivance, on a du mal à se repérer. Il y a des livres, certes, Alan Kardec et tout ça qui vous expliquent des choses, mais c'est vrai que c'est un engagement qu'il faut réfléchir sur soi-même. Ce qu'on fait avec l'usage du spiritisme, ça touche nos vies, et donc, je sais pas, je pense que c'est toujours à aller avec prudence, quoi. Ouais. À tous les deux, Dominique, je vais vous poser une hypothèse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt vous qui avez un certain don, un talent que vous n'avez pas exploité? Parce que si les guérisseurs vous ont dit que vous aviez trop de fluide, c'est qu'ils l'ont ressenti. C'est pas pour rien. C'était pas pour vous faire plaisir, ni vous cirer les pompes, j'imagine. Non, je passe pas. Voilà, moi non plus. Mais enfin, ils vous ont dit que vous aviez beaucoup de fluide. Toute seule, vous installez une table, et cette table a bougé de manière bizarre, alors que vous ne pensiez à rien de particulier. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous qui avez plutôt un certain don, un talent que vous n'utilisez pas, et que des fois, ce talent s'exprime même malgré vous. Vous voyez, une capacité que vous avez, et puis ce talent s'exprime malgré vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, peut-être j'ai quelque chose, mais je ne sais pas l'exploiter, peut-être. Ça se peut aussi. Bon, c'est vrai que je n'ai pas cherché au-delà, quoi. Ouais. Pierre et Renaud, je me tourne vers vous. Pierre, que penses-tu de cette hypothèse selon laquelle c'est plutôt Dominique qui aura un talent de voyance qui s'exprime par ce biais-là, par le biais de la table tournante? Tel que Dominique nous a rapporté son témoignage, personnellement, je ne vois pas de façon évidente l'intervention d'un esprit. Donc, je vais plutôt me tourner par rapport à des expérimentations qui ont été faites autour de Zappia Palladino, par exemple, ou autour de l'expérience Philippe. Un grand médium. Une grande médium. Oui, tout à fait. Ou de George Owen quand il a fait son expérience Philippe. C'est-à-dire où il a simulé une séance spirit. Il a simulé un esprit, mais tout en sachant, et tous les participants savaient pertinemment qu'il n'y avait pas d'esprit, il était complètement inventé. Ouais. Ils ont obtenu des phénomènes du genre table tournante, entre guillemets. Batchelder, pour sa part, a aussi beaucoup expérimenté sur ce phénomène en équipant la table de spiritisme, en l'équipant de matériel électronique. Ouais. Donc, toute l'approche et tout ce qu'on peut, la manière dont on l'a approché par rapport à la parapsychologie mettrait plutôt en évidence des phénomènes de l'ordre du psy, plutôt que d'un des membres qui est autour de la table. Voilà. Alors de plusieurs. Là, il y a un phénomène de groupe. Ouais. Il peut y avoir un meneur. Enfin, il y a tout un phénomène de groupe. Batchelder, par exemple, pour éviter que quelqu'un soit gêné par le fait que ce soit lui qui produise l'effet, il disait, dans pas mal de manips, il faisait en sorte que l'effet soit démarré artificiellement. C'est-à-dire que l'un des membres de la séance
était triché volontairement. Triché, c'est lui qui devait donner l'impulsion de départ. Ouais. Et après il laissait faire. Voilà, et après il laissait faire. Et évidemment, personne ne le savait parce qu'il était tiré à la courte paille. Voilà, c'est ça. Donc là, on est complètement dans les phénomènes de l'ordre du psy, hors survivance. Voilà. Renaud, qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on est encore à l'opposition entre deux hypothèses, celle des esprits et celle qui serait plus individuelle, du psy individuel. Mais je pense que pour Dominique, c'est à elle de voir un peu comment elle se sent, sachant que les deux hypothèses sont un peu contraignantes, parce que l'hypothèse du psy individuel, ça lui demanderait de réfléchir à qu'est-ce que c'est avoir des capacités psy, les contrôler, comment les utiliser, comment les exploiter. Et là aussi, ça peut partir dans des dérives. Si par exemple, elle pense avoir trop de fluide et qu'elle se met à faire une profession de guérisseuse ou quelque chose comme ça, ça peut aussi la déséquilibrer. Donc, je pense que c'est à elle de se questionner sur ce qu'elle préfère entendre, en fait. Qu'en pensez-vous, Dominique? Eh bien, je ne sais pas trop quoi vous répondre, parce que si vous voulez, quand on est rentré en contact avec mon beau-père qui est décédé il y a un an, là, c'est mon frère qui posait les questions. Et mon frère était à côté de moi, il ne connaissait pas, il n'a pas du tout connu mon beau-père, ni rien du tout, quoi. C'est pour ça que, j'étais à la table à côté de mon frère, à la table de la cuisine, c'est lui qui posait les questions, et il ne connaissait pas du tout, il n'a pas connu mon beau-père, quoi. Oui, mais alors, c'est ça, Dominique. Il y a eu énormément de phénomènes qui sont réels, ça, on ne le nie pas, ni Pierre, ni moi, mais ces phénomènes-là, en fait, peuvent recevoir deux explications. Ils peuvent tout à fait être produits par ce qu'on appelle les phénomènes parapsychologiques, quoi, qui sont des télépathies, des clairvoyances, qui sont ensuite reprises au niveau des cours, au niveau de la psychokinèse, ou simplement au niveau de l'automatisme psychomoteur. Et donc, ça n'écarte pas, on ne peut pas écarter que ce soit des phénomènes parapsychologiques. Voilà, donc il faudrait que vous voyiez si vous avez des capacités, en fait. Peut-être retourner, même Dominique, aller voir un guérisseur qui vous explique, il dit, bon, vous ressentez que j'ai du fluide, mais expliquez-moi ce que je peux en faire, finalement. Peut-être qu'il pourra vous répondre, qui sait. Ah ben ça se peut, oui, pourquoi pas, ça se peut, oui. Pourquoi pas. Pierre Massias. Oui, on pourrait essayer d'appréhender, d'apprécier, commencer à apprécier éventuellement des capacités psy chez Dominique. Donc je pourrais peut-être me permettre de vous proposer, si vous passez sur Toulouse, de reprendre contact avec nous et on essaierait de se rencontrer. Oula, Pierre veut vous tester en laboratoire, Dominique. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Pas de souci, j'ai pas peur. Je rigole. Non, ça n'a rien de méchant. Non, c'est en toute convivialité. Bon, écoutez, Dominique, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors, si vous repassez dans le coin. Beaucoup, d'accord. C'est moi qui vous remercie, Dominique. Écoutez, j'embrasse toute ma famille et mon Mimi qui est au boulot et j'embrasse toute l'équipe qui est bien gentille. Il fait quoi comme boulot, Mimi? Il est ramasseur de pieds. Ah, d'accord, et il bosse à cette heure-ci. Voilà. Bon, avec l'état des routes, il a bien du courage. Voilà, merci pour lui. Merci, on le salue. Bonne soirée, grosse bise à toute l'équipe, merci. Merci Dominique, au revoir. 0826 300 300, vous nous appelez au standard. Morad est là pour recueillir vos témoignages pour que vous puissiez passer ensuite à l'antenne. Juste avant de faire une pause et de retrouver Jean-Claude pour un deuxième témoignage concernant un hôtel hanté en Angleterre, un SMS est arrivé, Renaud Évrard, Pierre Massias, qui dit ceci, c'est Monique de Nîmes qui nous l'envoie. Peut-on faire tourner les tables sans avoir appris à le faire? Et un jour, un verre à plusieurs facettes, nous dit Dominique sur son SMS, m'a implosé dans la main suite au décès de ma fille. Est-ce que donc on peut faire tourner une table sans avoir appris à le faire, en fait, quoi, Pierre? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Comme on peut faire de la transcommunication seul, oui, la transcommunication, je dirais, on peut la faire seule. Faire tourner une table, le faire seul ou en groupe, les deux situations posent aussi des problèmes. Même, je veux dire, si c'est la première fois, mais disons, on se met autour d'une table à deux. Ouais. Celui qui veut essayer, quelqu'un qui le connaît bien, un ami, on se met à deux, on peut essayer de le faire. Tout à fait, ça ne demande. Dans la mesure où, ma démarche sera plutôt dans un premier temps le phénomène psy. Je pense que là, n'importe qui, tout un chacun est en mesure de produire ce phénomène. Oui, Renaud Évrard, ce verre qui implose sur une table, là, c'est peut-être dû à une forte émotion de la part de Dominique, non, de Monique, pardon, de Nîmes. Oui, tout va bien tant qu'il n'y a pas de blessés, généralement c'est le cas.
C'est vrai que là, c'est des phénomènes qui sont très troublants et on a vu vraiment beaucoup pire, des murs qui s'effondrent. Enfin, j'ai entendu des histoires incroyables. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que les gens prennent pas de photos, filment pas la chose. Oui. Et tout ça, on n'y pense jamais, quoi. On n'y pense oui, jamais. Voilà, c'est quoi. vrai. Ça leur paraît naturel qu'il y ait des phénomènes aussi violents, quoi. Ouais. Mais des murs qui s'effondrent, Renaud, là, deux mots d'explication parce qu'on fait une table tournante, il y a un mur qui s'effondre. C'était où, quand, comment ça? C'est un phénomène qui a été rapporté dans la clinique de Walterson Lucadou. Un jeune garçon qui lui disait s'être amusé à faire des choses avec les esprits, puis des coups frappés, des choses comme ça. Et puis un jour, un pan de mur qui s'est effondré, quoi. Donc quelque chose d'assez bizarre, quoi. Mais il a pas pris de photos et donc ça a été réparé. Et donc on n'a aucune preuve de la chose. Donc, enfin bon, d'accord. Voilà, pas mal. Pas mal, oui. Oui, je ne peux pas aller loin. Particulièrement exceptionnel quand même. On ne va pas rencontrer ça à chaque séance ou l'équivalent. J'imagine. Une pause et on se retrouve dans quelques instants au 0826 300 300 avec le témoignage de Jean-Claude. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réécouter cette émission ou toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le mois de mars 2006 sur le site internet suivant psiland.org, psiland.org. Vous pouvez les télécharger, les mettre sur votre lecteur MP3, sur votre iPod ou les écouter directement sur Internet. Elles sont à votre entière disposition et ce gratuitement bien entendu. 0826 300 300, nous attendons vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avant de retrouver Jean-Claude qui va nous faire part de son témoignage, Renaud Évrard, un mot sur le bulletin métapsychique qui vient de paraître, le numéro 1. Il y a un article notamment sur Fernand Desmoulins, un artiste spirit, puisque nous parlions de spiritisme. Quelques mots rapidement sur cet immense peintre Fernand Desmoulins. Ah ben, cet immense peintre est quasiment passé inconnu, a été longtemps occulté. Et en fait, c'est un peu un problème qui avait de dissension à l'IMI parce que c'était un artiste spirit et que l'IMI ne voulait pas de confusion et donc a abrité ces tableaux de façon un peu dissimulée pendant des dizaines d'années. Et puis il y a quand même finalement Johar Ahmed, la psychologue psychanalyste, qui les a ressortis et qui les a étudiés, qui a recoupé ça avec l'histoire de Fernand Desmoulins. Ils sont très beaux d'ailleurs. Hein, oui, voilà, c'est de l'art médiumnique, c'est quand même quelque chose qui a une grande valeur historique, artistique. Et donc maintenant, ils sont... elle a participé à un livre là-dessus, et donc la personne qui a écrit cet article se base là-dessus et reprend quelques données de cette histoire. Oui. Un article signé Élodie Larousse et pour clore donc cette petite conversation sur Fernand Desmoulins, il est né en 1853 et mort en 1914 et ses portraits sont vraiment superbes. C'est vraiment à découvrir. Nous accueillons tout de suite Jean-Claude. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude, merci de venir nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange. Vous nous appelez de quel département, Jean-Claude ? Du Tarn-et-Garonne. Du Tarn-et-Garonne. Ça va, pas trop embêté par le verglas, la neige, tout ça ? Non, pas trop, non. Bon, ça va, très bien. Bon, Jean-Claude, alors vous avez vécu en Angleterre, c'est ça ? J'ai vécu 5 ans en Angleterre, oui. Ah oui, quand même. Donc. C'est du côté de Ascot. C'est dans le Berkshire, c'est dans l'ouest de Londres, en fait. Très bien. Et pas loin de Windsor. D'accord. Et qu'est-ce que vous y faisiez là-bas en Angleterre ? J'ai travaillé dans un hôtel. Au départ, j'étais dans le restaurant de l'hôtel et après, je suis parti en room service. Oui. Et alors, racontez-nous cet hôtel, comment s'appelait-il ? Il existe toujours peut-être d'ailleurs ? Ah oui, il existe toujours, oui. L'hôtel s'appelle le Beristide. En fait, à la base, c'était la demeure d'une famille française qui habitait là-bas dans les années 1800, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'était un très très beau manoir qui a été d'ailleurs reconstruit parce qu'il a été détruit par un incendie. Et il est dit qu'il est tenté par la, comment on appelle ça, la femme de chambre de la maîtresse de maison en fait, qui est morte dans l'incendie en allant chercher des bijoux de sa maîtresse. Ah d'accord, très bien. Et voilà. alors, je suppose que tout le monde vit très bien avec cette histoire de fantôme dans l'hôtel. Ah oui, tout le monde vit très bien parce que moi déjà quand je suis arrivé
arrivé là-bas, personne ne m'en a parlé, quoi. Hein. Ouais. Je connaissais pas du tout l'histoire. Moi, les fantômes, à la base, c'est pas quelque chose qui me passionnait vraiment. Oui, j'imagine, oui. Et donc, un jour, l'incendie, je crois, a lieu ou en novembre ou en octobre. Mm-hmm. Et à la date anniversaire de l'incendie, tous les ans, pendant quelques jours, la température de l'hôtel monte. Comment ça? La température monte comme si vous montiez la chaudière, oui. Voilà, oui, si vous mettez la chaudière à fond, ouais. Ah bon? Oui. Ça dure quoi, 10 jours? Ouais. Et la première année que j'ai travaillé là, je suis allé voir la maintenance, j'ai dit, mais attends, c'est affreux, quoi, il fait chaud ici. Oui, c'est le chauffage, arrête. On m'a dit, non, c'est normal, ça se passe comme ça tous les ans. J'ai dit, ah bon. Et bon, après, en parlant avec plusieurs personnes, on m'a un peu raconté l'histoire, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Bon, après, j'ai entendu d'autres, après, plus ou moins, mais ça ne concernait plus du tout cette personne-là, mais ça en concernait, on va dire, d'autres fantômes. Donc là, je peux pas, je sais pas trop de cela. D'accord. Mais je sais que je suis rentré dans la chambre de cette, où a eu lieu le décès de cette personne. Il y avait un tableau. Ils ont retrouvé un tableau et je sais que j'avais l'impression que cette chambre-là me suivait du rond. Assez impressionnant à voir. Ah, je sais pas si vous bougez, Jean-Claude, mais là on a eu quelques coupures sur vous. Non, je bouge pas. D'accord. Je suis devant mon ordinateur là. Ah, très bien, parce qu'on a eu les 2-3 dernières phrases qui sont passées un petit peu à la trappe. Vous parliez d'un tableau, c'est ça? Oui, dans la chambre qui dit être hantée, il y a le tableau de la Dame en bleu, parce qu'en fait elle est connue sous le nom de la Dame en bleu, Lady in Blue. Et ce tableau, quand je l'ai regardé, je me suis amusé d'aller de gauche à droite, comme ça j'avais l'impression qu'elle me regardait. Ouais. C'est peut-être aussi que je me suis auto-suggestionné, je sais pas, mais bon. Mais ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que l'hôtel a été reconstruit à l'exact, mais il y a eu une aire qui a été rajoutée sur le côté une aile. Ouais. Et dans cette aile-là, par exemple, la température ne bouge pas. Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. c'est intriguant, quoi. C'est ce que je voulais dire plutôt. Et alors je résume. Cette demeure d'acte de 1800 et des brouettes. Voilà. Elle a été détruite par un incendie. Dans cet incendie est morte l'accompagnatrice de la maîtresse de maison. Qui a voulu retourner dans la maison en flammes pour aller sauver les bijoux de sa maîtresse. Elle est morte dans cet incendie. Et depuis, donc, chaque année, à la date anniversaire de l'incendie de ce château qui a été reconstruit depuis, il y a la température qui monte. Alors, vous nous avez dit assez fortement, visiblement. Hein. Bon, quelques degrés, mais bon, c'est quand même assez... quand on est habitué à une certaine température, quand on met le chauffage à fond, on s'en aperçoit, quoi. Ouais. Ça monte de quelques degrés, on s'en aperçoit. Oui. C'est-à-dire, ça monte quoi, de 3, 4 degrés, quelque chose comme ça? 5-10 degrés, je sais pas exactement. Ah oui, quand même. Oui. On le sent bien, quoi, je veux dire. On le sent. Ouais. Et ça dure quoi, 8-10 jours, quoi, maxi. 5-10 jours, je sais pas exactement. Je n'ai jamais trop noté la chose. Mais... Ouais. En fait, je suis parti d'Angleterre depuis 1992. Ça fait un peu... Ouais. Et alors, ce qui est détonnant, c'est que à la reconstruction de ce manoir, une aile a été rajoutée, donc neuve évidemment. Oui, toute neuve, ouais. Ouais. Et dans cette partie neuve, donc qui n'a pas été détruite par l'incendie évidemment, la température ne monte pas. Elle ne bouge pas, non, elle est constante. Ouais. Alors que dans la partie historique, dirions-nous. La partie historique, oui, ça, tout le bâtiment, la température chauffe. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Alors, avant de céder la parole à Renaud Évrard et à Pierre Massias, je peux peut-être émettre une hypothèse concernant ce tableau représentant cette femme en bleu, cette Lady in Blue, dont vous aviez l'impression que son regard vous suivait où que vous soyez dans la pièce, hein, c'est ça? Oui. Alors ça, au niveau graphique, c'est Léonard de Vinci qui a inventé ça. Ça a été le premier à peindre une certaine manière de positionner le regard de son modèle sur la toile, qui fait que où que vous soyez dans la pièce, vous avez l'impression que le regard vous suit, ne regarde que vous en fait.
C'est comment dirais-je, un effet graphique, un effet pictural que Léonard de Vinci a inventé. Voilà, donc ceci explique peut-être cela. Mais pour le reste, alors là, j'avoue que franchement, c'est particulièrement étonnant. Une première analyse comme ça, quelques premières réflexions, Renaud Évra. Oui, alors j'aurais des questions parce que on nous dit qu'il y a une augmentation de température, mais est-ce qu'il a été fait des véritables mesures comparatives, par exemple entre l'aile où la température ne change pas et l'aile et l'endroit qui chauffe, surtout si ça dure 5 à 10 jours et que c'est chaque année, je pense qu'il devrait des mesures qui auraient pu être effectuées. Et peut-être aussi, il y a des hypothèses géophysiques qui seraient peut-être à exploiter aussi à cet endroit-là, mais on n'a pas plus de détails là, mais on peut pas écarter ça non plus en fait. Ça, je peux pas vous dire, hein. J'étais pas dans le secret des dieux. Mais c'était quand même assez flagrant de sentir la différence. Et puis je sais que quand je passais d'une aile à l'autre, je le sentais, quoi. Y a pas de souci. Oui. Pierre Macias. Oui, on a une histoire, je dirais presque typique de beaucoup d'histoires de maisons hantées ou de châteaux hantés. Oui, et très anglaise là, so très British, Pierre. Là, c'est vraiment, oui, non, c'est vrai. Elle m'a rappelé quand même celle du château de Vos, avec, le château de Vos dans et on teste le château de Vos. À Vos. Oui, bien. Je veux dire en France. Oui, non, c'est en France. Je te remercie, d'accord. Très bien. C'est à Vos, donc, oui, bien. Oui, pardon, je me souviens plus des régions, franchement. Pourtant, je suis allé parcourir la coursive. Oui. Et c'est une histoire un petit peu similaire d'une dame qui se fait emmurer, pour ce cas-là, qui se fait emmurer et qui apparaît à date régulière, avec une petite condition en plus de lune. Mm-hmm. Et ça fait partie du folklore de ce genre de maison hantée. Ouais. La question de Renaud était très bien orientée dans la mesure où on ne sait, la plupart du temps, l'histoire de la maison fait partie de la légende. Ce sont les habitants, c'est les gens du village qui transportent. Oui, tout le monde la porte, évidemment. Oui. On ne sait pas trop. Dans ce cas-là, on ne sait pas s'il y a eu des investigations stricto sensus. Mm-hmm. J'aurais du mal à la classer dans les maisons hantées, dans la mesure où il y a des gens, où il y a des habitants qui sont là depuis longtemps, qui suivent tout ça, qui savent que à telle date il doit y avoir telle augmentation, augmentation de température à peu près. Ouais, mais comme ça. Ceci dit, si je peux me permettre, à notre anniversaire, il refusait de louer la chambre parce qu'il y a eu des apparitions, pas tout le temps, pas toutes les années, mais il y a eu des apparitions que des gens voyaient flotter une silhouette bleue dans la chambre la nuit. Ouais. Mais la dernière année avant mon départ de cet hôtel, ils avaient remis la chambre en disposition avec sur la brochure de l'hôtel une invitation au spirit pour essayer de faire la chasse aux fantômes en fait. Ah, intéressant. Alors, ça c'est très anglais ça en revanche. Mais j'y suis resté dans cet hôtel, je sais plus 3 ans je crois, ou oui 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, avant 3 ans, la chambre n'était pas louée. Il ne la louait pas du tout. Il préférait marquer complet que de louer cette chambre-là de toute manière. Hein. Ah oui, quand même. Jusqu'à ce qu'il décide que finalement, après tout, il y a des gens qui chassaient la fantôme et il avait remis la disposition. Mm-hmm. Ah oui, donc pour eux c'était un manque à gagner quand même. C'était quand même 4 étoiles, donc. Ah oui, ouais. Je sais pas combien ça pouvait faire une chambre comme ça, parce que c'était pas une petite chambre de luxe, c'était une belle chambre, quoi. Oui, tout à fait. Probablement ça procurait aussi une certaine publicité par ailleurs. Ah oui, mais ils n'en faisaient pas de publicité de ça, hein. Ils n'en faisaient vraiment pas. Hein. Quand on m'a raconté un peu l'histoire, j'ai trouvé par hasard dans le commerce un petit livre, et il y en a 3 lignes de ça, quoi, parce que c'est carrément pour le Berkshire, la région où j'étais, et ils ont recensé toutes les histoires de fantômes qu'il y avait dessus, et je peux vous assurer que franchement il y a 3 lignes. Mm-hmm. Ils n'en font pas plus de publicité que ça, ils cherchent
cherche même pas à en avoir de la publicité sur ça, quoi. Ouais. Jean-Claude, vous restez avec nous, Pierre Massias, Renaud Évrard également. Une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à explorer cette histoire tout à fait étonnante de ce manoir hanté en Angleterre qui est maintenant, selon ce que nous dit Jean-Claude, un très bel hôtel 4 étoiles. 0826 300 300, vous nous appelez pour nous rapporter vos témoignages et profiter de l'expérience et des lumières des spécialistes qui m'accompagnent ce soir sur Sud Radio. 0826 300 300 également. Vous pouvez intervenir par le biais des SMS. Sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire ou vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Jean-Claude qui nous rapporte cette histoire qu'il a vécue dans un hôtel à côté de Londres il y a quelques années de cela. Jean-Claude, c'était octobre-novembre, hein, vous nous disiez les manifestations. À peu près, oui, de mémoire. Ouais. Je suis parti d'Angleterre en 92, donc ça fait beaucoup de temps. Ouais. Dites-moi. Je n'ai pas compris ce que vous nous avez dit là, Renaud. Pas Renaud, Jean-Claude. Non, c'est octobre-novembre, oui. J'ai plus de date précise, mais c'est autour de là, oui. Ouais. Renaud Évrard, est-ce qu'il est possible, parce que Pierre a un peu initié cette piste de réflexion, tout le monde dans le village, enfin autour et dans le château évidemment, ceux qui y travaillent connaissent cette histoire. Est-ce que, à votre avis, il peut y avoir une espèce de phénomène de groupe comme ça, de manière inconsciente? Oui, de manière inconsciente ou je ne sais pas à quel niveau il faut le situer. C'est-à-dire que c'est des représentations collectives. Moi, je connais un cas de hôtel hanté assez récent, en 2005 également, Ouais. à 15 minutes de Strasbourg. En Allemagne, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu une étude approfondie de ce cas, et ce qui ressort, c'est que il y a une certaine fonction qui vient, une fonction collective, c'est-à-dire que tous les employés sont concernés d'une façon ou d'une autre. Leurs problématiques, par exemple, le fait que l'hôtel était en faillite et qu'ils risquaient chacun de perdre leur emploi, ça a créé des sortes de tensions qui sont à ce moment-là collectives, Ouais. mais que chacun va vivre individuellement d'une certaine façon. Et ça peut créer une espèce de phénomène paranormal, voilà, de groupe, c'est ça? Oui, effectivement. Alors ça va être ce qui est très intéressant, c'est que c'est très parcellaire. Chacun va avoir normalement une petite histoire, des petits trucs personnels, mais qui donnent une impression justement que tout le lieu est hanté, et qu'il y a aussi la chose des phénomènes qui sont fréquents, qui sont partagés par plusieurs personnes, c'est-à-dire voir souvent la même apparition, avoir souvent la même impression au même endroit, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on peut faire l'hypothèse d'une hantise, mais plutôt d'un poltergeist, ça dépend comment on l'entend, qui serait soutenu par cette légende autour de l'établissement, mais même plutôt à l'intérieur, parce que c'est une légende qui finalement qui permet une cohésion du groupe. C'est-à-dire qu'il y a une signification, un symbolisme qui fait que le phénomène est là, et s'il n'était pas là, on pouvait se poser la question, mais qu'est-ce que ça ferait pour les employés s'il n'y avait pas ce thème qui les réunissait et tout ça, qui leur permettait d'avoir une certaine cohésion. Justement, enfin, l'histoire de l'hôtel permet aussi à l'hôtel de continuer à faire sa propre histoire, à vivre. Ouais. Et là, dans le cas de cet hôtel à Strasbourg, les phénomènes se produisaient de quelle manière? Quel genre de phénomène? Ah, c'est pas à Strasbourg, hein, c'était du côté allemand en fait. Du côté allemand, oui, à côté de Strasbourg. Alors, il y a eu justement, on a eu toute une gamme, c'est-à-dire qu'on a interviewé, c'est des chercheurs de l'IGPP de Freiburg, qui ont interviewé toutes les personnes, et donc il y avait certains qui avaient juste des sensations de présence ou des choses comme ça. Il y avait des lieux très, très localisés où on avait souvent la même impression, genre au sous-sol, une porte que jamais personne n'a osé ouvrir parce que on avait des frissons dès qu'on s'en approchait. Mais on a eu comme plus gros phénomène rapporté par 2-3 personnes, c'est une femme qui vient dans un bar, je crois que j'ai déjà raconté, qui vient commander quelque chose dans un bar, qui paye et qui s'en va et disparaît en fait. Une personne qui a été une cliente de l'hôtel, mais qui finalement a disparu complètement au milieu de la pièce. On n'a pas retrouvé, on a essayé de retrouver sa trace, mais on n'a pas retrouvé en fait, quoi. Et elle a laissé de l'argent, elle a pris une commande tout à fait normale, une sorte de décalage comme ça.
Mais les choses très intéressantes qu'il y avait sur cette enquête, c'est qu'elle a été menée sur plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un archiviste qui a fait des recherches historiques sur l'histoire de l'établissement, on a fait appel à des sociologues, à une psychologue, et on a eu comme ça plusieurs aspects qui nous permettent de voir toute la dimension que peut prendre un phénomène de poltergeist. C'est vraiment très intéressant au niveau scientifique, quoi. Ouais. Mais dites-moi, Renaud, cette dame qui vient prendre une consommation et qui la paie, laisse de l'argent, donc. Oui, effectivement. Et ça, quand on fait la caisse en fin de soirée, enfin, il y a son argent, quoi. Oui, bien sûr, oui. Mais... Et il l'avait, cet argent. Enfin, cet argent ne disparaissait, il l'avait, quoi. Oui, quelque chose de normal. Enfin, il l'avait vu, et bon, elle leur paraissait un peu étrange, mais... Enfin, c'est une sorte d'apparition-disparition avec une véritable interaction. Enfin, ils se sont posés beaucoup de questions. Donc, il y avait, en plus, ils étaient plusieurs à rapporter avoir vu cette femme, mais une seule fois, en fait. Oui. Donc, voilà. Et les phénomènes après cette enquête ont continué à se produire ou ont cessé? Alors, il y a eu à peu près 5 mois d'enquête. Et ensuite, je crois que les phénomènes se sont largement atténués. Ouais. Je pense que ça doit persister parce que, comme je disais, tant que l'hôtel n'a pas fermé, il garde son identité et son identité s'exprime au niveau collectif aussi de cette manière. Oui. Jean-Claude, la Lady in Blue n'est jamais venue boire un pot au bar de l'hôtel? Non du tout, non. Dans l'hôtel, comparé à ces hôtels du côté de l'Allemagne, nous c'était un hôtel qui était très chaleureux, qui marchait très très bien, on affichait très souvent complet, donc non, c'est pas du tout comparable. Oui. Cet hôtel-là. Oui, tout à fait. Mais la Lady in Blue n'est jamais venue boire un pot, non. Oui, non, mais je disais ça en plaisantant aussi. Également, oui. Et donc maintenant, ils font la publicité dans la chambre, enfin pour cette chambre où elle est censée apparaître, en disant attention, vous prenez cette chambre, mais c'est sous votre responsabilité, quoi. Hein, on vous a prévenu qu'il y a peut-être un fantôme. Disons que c'était, moi quand je suis parti, dans la pub c'était marqué qu'elle était plutôt réservée pour les médiums à une certaine période, quoi, pour faire la chasse aux fantômes, quoi. Enfin, ceux qui voulaient vraiment voir un fantôme. Avec ou sans succès de toute manière, c'est pas garanti. J'imagine. Pierre Massias, finalement c'est intéressant comme histoire, mais il faudrait, c'est vrai, comme l'a dit Renaud tout à fait au départ, aller mettre des sondes thermiques et voir ce qui s'y passe, quoi, vraiment. Oui, c'est. Ah mais là, c'est pas que donner la chance, c'est vraiment tout le bâtiment. Oui, tout à fait, oui. Oui, ben c'est la recherche en parapsychologie ou sur le paranormal dans notre domaine se base justement sur ce genre d'histoire où il faudrait aller investiguer. Certaines ont été en plus un hôtel 4 étoiles du côté de Londres. Tout à fait sympathique, effectivement. Ça nous irait bien. Tout à fait. Oui. Monsieur le directeur de Sud Radio, nous aurons des notes de frais à vous présenter. Très volontiers. Donc on a tout un comment dire, un lot. Enfin, on a énormément d'histoires qui sont de ce type-là qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, effectivement. D'ailleurs, il y a plusieurs investigations possibles à faire. Elles sont soit très techniques, si on va mesurer la température, faire des mesures de ceci ou de cela sur place, pour aussi éventuellement trouver un phénomène naturel qui pourrait expliquer tout ça. Et il y a une méthode d'investigation qui est beaucoup plus généraliste, si on va beaucoup plus du côté des sciences humaines. Si on va s'intéresser à l'ensemble des histoires qui sont rapportées, leurs caractéristiques intrinsèques, ce que ça peut représenter pour tous ceux qui y travaillent et tous ceux qui y vivent. Voilà. Même type d'enquête que ce qui a été fait, ce que nous relatait Renaud il y a quelques instants, quoi. Tout à fait. C'est le genre d'enquête qu'il faut faire, qu'il faut reconduire. Il faut prendre chaque cas un par un. Il faut le documenter. C'est vraiment très long. C'est très prenant à faire. Il y a quelqu'un qui l'a fait il y a pas mal de temps. C'est Camille Flammarion. Sur les cas d'apparition, il faudrait que ça se fasse un petit peu plus souvent sur des cas par exemple de hantise comme ça. Et je pense à Flammarion qui a fait ce travail sur les apparitions, que ce soit avant le décès de la personne qui apparaît ou au moment du décès ou après le décès. Certaines apparitions ont des caractères extrêmement réels. Et je repensais à cette dame qui a payé cette apparition, qui paye sa consommation. Oui. Si on redescend un petit peu, enfin si on va ça de manière un petit peu plus pragmatique, ça peut être une apparition de l'ordre, disons, des phénomènes d'apparition. Quand on dit qu'elle va payer, que l'argent va rester, j'imagine que l'hôtelier il prend l'argent et le met dans la caisse. À partir de là, l'argent disparaît. Mais c'est-à-dire qu'on n'a aucune trace de physique objective de l'argent. Ce genre d'apparition pouvant avoir des caractères
extrêmement, des caractéristiques extrêmement objectives, de réalité. Palpable, quoi, oui. Palpable, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Le fait de l'argent, de payer, prend moins d'importance. Ça rentre complètement dans le phénomène d'apparition. Ça ne donne pas plus d'importance à l'apparition elle-même, en fait. D'accord. Nous en arrivons à la fin de cette émission. Nous avons eu plusieurs témoignages que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne, notamment celui de Annie, que l'on va recontacter et qu'on invitera à témoigner à l'antenne dès la prochaine émission consacrée au témoignage, bien entendu. Avant de se quitter, Renaud Évrard, une question: comment peut-on se procurer le bulletin métapsychique, donc, alors, il y a toujours, qui est publié par l'IMI? Oui, c'est publié par l'IMI et fait par des étudiants. Ouais. Donc, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un chèque de 6,60 € à l'IMI. Donc, c'est Institut Métapsychique International, 51 rue de l'Aqueduc, 75 010 Paris. 61 rue de l'Aqueduc. 51 rue de l'Aqueduc. Au Paris 10e arrondissement, en fait. Ou sinon, il y a une autre solution. Je pense qu'on peut aussi le faire par Internet avec un paiement PayPal, en fait. Enfin, on voit ça en allant sur le site métapsychique.org. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Renaud Évrard, de participer une fois de plus à notre émission et à très bientôt pour analyser d'autres témoignages, j'espère. Merci à vous. Bonne soirée, Renaud. Au revoir. Au revoir. Pierre Massias, cette émission sera en ligne ainsi que celle de demain, bien entendu, à partir de la semaine prochaine, bien entendu. Voilà, en début de semaine, on dit mardi pour être sûr. Voilà, pour pouvoir donc télécharger ou réécouter cette émission ou celle de demain. Alors, le site internet donc où vous allez pouvoir retrouver toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange, c'est psiland.org, psiland.org, psiland.org. Et là, vous allez pouvoir découvrir des émissions que vous n'avez pas pu avoir l'occasion de découvrir. Elles y sont toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le mois de mars. Merci Pierre. Merci Louis. Bonne soirée. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les Aventuriers de l'étrange. Nous nous retrouverons bien entendu demain dimanche à partir de 22h jusqu'à minuit pour 2 heures d'émission consacrée à la médecine traditionnelle chinoise et à l'étude de cette énergie qu'ils appellent le Qi. Cette énergie qui est à la base de l'acupuncture, du feng shui, du qigong et de bien d'autres disciplines qui servent aux médecins traditionnels chinois à soigner. Je recevrai donc Maxence Maillet, journaliste scientifique, qui a consacré de nombreuses années d'études à ce phénomène. Merci à Pierre Massias qui m'aide à construire cette émission. Merci à Mathieu, le réalisateur. Merci à Mourad qui était au standard. 0826 300 300, notre répondeur des Aventuriers de l'étrange est à votre disposition 24 heures sur 24. Bonne nuit et à demain.